Bonjour à toutes, bonjour à tous, on poursuit notre étude du programme de Terminal S avec ce chapitre 9, Temps et relativité restreinte. En introduction, voici une image d'un homme qui est en train de marcher sur un tapis roulant et la question que je vous pose c'est à quelle vitesse se déplace-t-il? Alors Galilée a travaillé justement sur ces notions de relativité et ces travaux nous ont permis donc, grâce à la composition des vitesses, d'arriver à la conclusion et à la réponse suivante. Eh bien, il n'y a pas de réponse absolue, tout dépend en fait du référentiel selon lequel on va se placer. Donc la vitesse dépend du référentiel d'étude. Là, pour revenir à notre exemple précis, si on se place du point de vue du tapis roulant ou du point de vue du quai qui est à côté, on n'aura pas la même réponse. La vitesse dépend du référentiel. Alors, est-ce que cette réponse-là, elle est vraie pour tous les objets qui se déplacent, et notamment pour la lumière? Alors, historiquement, si on revient à la fin du 19e siècle, on imaginait que la lumière était une onde, et comme toutes les ondes, comme d'autres ondes connues, on pensait qu'elle nécessitait un milieu matériel pour pouvoir se propager. Ce milieu, on l'a appelé l'éther. Donc les planètes qui bougent autour du Soleil baignaient dans cet éther et au cours de leur mouvement autour du Soleil, donc prenons le cas de la Terre, elles subissaient un vent d'éther et ce vent d'éther donc avait un impact bien évidemment sur le mouvement des objets, notamment le mouvement de la lumière et la vitesse de la lumière. Deux scientifiques, Michelson et Morley, ont essayé de déterminer donc la vitesse de ce vent d'éther et de voir donc l'impact que ça avait sur le déplacement de la lumière grâce à ce dispositif qu'on appelle l'interféromètre de Michelson et Morley. Cet interféromètre donc, mesure les interférences entre deux rayons qui sont issus ici d'une même source. Donc ces deux rayons vont subir multiples réflexions sur des miroirs semi-transparents ou pas transparents du tout et aboutir au niveau de ce détecteur qui est là. Comme ils sont issus de la même source, ils sont cohérents et capables d'interférer. Eh bien, Michelson et Morley ont imaginé qu'en fonction de la position de leur interféromètre, et donc une différence de vent d'éther arriverait au niveau de leur interféromètre, qui aurait donc un impact variable sur le déplacement de la lumière, sur la vitesse de la lumière, ils imaginaient ainsi pouvoir mesurer ce vent d'éther. La vitesse de ce vent d'éther. Et en fait, après de multiples expériences, ils ont constaté que les résultats étaient toujours similaires aux incertitudes près, et ils n'ont pas été capables donc d'apporter une réponse à leurs questions. Au début du XXe siècle, quelques années plus tard, Albert Einstein va révolutionner un petit peu cette conception donc, qui était jusqu'alors établie. Il va abandonner complètement l'idée de l'éther, il va révolutionner donc la mécanique classique, la mécanique de Newton, en posant un postulat d'Einstein, qui réside dans cette phrase toute simple, c'est que la vitesse de la lumière est complètement indépendante du référentiel qui va être choisi. C'est-à-dire que, imaginons une expérience toute simple, vous avez une lampe torche, cette lampe torche vous l'avez dans la main, vous êtes immobile, vous l'allumez, la lumière se propage à une certaine vitesse. Maintenant, vous montez sur un vélo ou vous montez dans une voiture, peu importe, vous allumez la même lampe torche, cette lampe torche va émettre de la lumière et on pourrait imaginer avec la composition des vitesses et la théorie de Galilée que la vitesse de déplacement de la lumière, eh bien on l'obtiendrait d'un point de vue de quelqu'un qui serait fixe par rapport au sol, en additionnant donc vitesse de la lumière et la vitesse de déplacement de la voiture ou du vélo, peu importe. Eh bien, Einstein remet en question tout ça, et il dit que quel que soit le référentiel d'étude, la vitesse de la lumière est absolument identique. Alors ce postulat va avoir des conséquences importante du point de vue de deux grandeurs qui sont associées à la vitesse, qui permettent de calculer une vitesse, c'est la durée et la distance. Imaginons une expérience qui est illustrée par ce dessin. Un personnage, un observateur, embarqué dans une navette,
et qui s'intéresse au phénomène suivant. Un flash lumineux qui est produit au niveau de ce miroir inférieur va se réfléchir sur le miroir supérieur, puis revenir sur le miroir inférieur. Donc voilà le phénomène. L'événement de départ, c'est la production du flash. L'événement final, c'est le moment où le flash revient. La distance parcourue par la lumière, comme le dessin l'illustre très très bien, donc du point de vue de la navette, la distance parcourue, c'est 2 fois d. Imaginons cette même expérience, mais observée par quelqu'un qui serait fixe par rapport au sol. Donc qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la lumière partir à un moment donné où la navette était à cet endroit-là. Donc ça, c'est notre événement initial. La lumière se propage vers le miroir supérieur pendant que la navette, elle, avance vers la droite. Donc à cet endroit-là, la lumière atteint le miroir supérieur. Puis elle fait demi-tour, elle revient vers le miroir inférieur et l'atteint lorsque la navette est ici. Donc, pour l'observateur extérieur, la lumière a parcouru cette distance grand L plus grand L, soit 2 fois grand L, et bien évidemment cette distance 2 fois grand L n'est pas du tout égale à la distance 2 fois d. Ça veut dire que la distance parcourue par la lumière dépend du référentiel d'observation, et d'après le postulat d'Einstein, puisque la vitesse L ne dépend pas du référentiel, eh bien la durée qui s'obtient grâce à la vitesse et grâce à la distance, elle, forcément, va dépendre du référentiel d'étude. Une durée, c'est la différence d'instant entre un événement initial et un événement final. Eh bien, si on change de référentiel, la durée est variable. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte qui a été énoncée par Einstein au début du XXe siècle. Alors, on va maintenant aborder le deuxième paragraphe de ce chapitre, la mesure du temps. La mesure du temps, bien évidemment, elle s'exprime dans l'unité qui est la seconde, et cette mesure du temps est basée sur la répétition de phénomènes périodiques. Donc, historiquement, on a commencé par mesurer le temps grâce à des phénomènes astronomiques, comme la rotation de la Terre sur elle-même, qui nous a permis de définir ce qu'était une journée, puis on a fractionné la journée en heures, puis en minutes et en secondes. Ensuite, on a réussi à construire des horloges plus perfectionnées qui nous ont permis de déterminer des durées beaucoup plus précises jusqu'à arriver aux horloges atomiques qui sont donc les horloges les plus précises et qui nous permettent de mesurer des temps extrêmement précis. Alors l'horloge atomique nous a permis de définir la seconde, la définition de la seconde qui date de 1967 et qui a encore cours actuellement. Elle est basée donc sur des atomes de césium qui subissent des oscillations au niveau de leur état fondamental, et ces oscillations sont extrêmement stables, extrêmement précises. C'est ce phénomène-là qui nous a permis de définir le plus précisément possible la seconde. Malgré une seconde, une unité qui est maintenant extrêmement précise, cela n'empêche pas que la notion de temps soit, elle, relative. La grandeur qui mesure est précise, mais ce que l'on mesure n'est pas forcément absolu, il est relatif. Alors reprenons l'expérience qui a été illustrée avec la navette. Et donc je redéfinis ce que c'est qu'une durée, c'est le temps qui s'écoule entre deux événements. Là, les deux événements auxquels on va s'intéresser, c'est l'émission du flash et la réception du flash. Donc en physique classique, la physique de Newton, la durée ne dépend pas de l'observateur, quel que soit le référentiel d'étude. Si on déclenche le chronomètre au moment de l'événement initial et qu'on arrête ce chronomètre au moment de l'événement final, quel que soit l'observateur, on obtient toujours la même durée. En théorie restreinte, la relativité restreinte, ce résultat n'est plus vrai. Alors, l'expérience, donc, je vous l'ai déjà décrite. Imaginons donc que l'observateur mesure grâce à son horloge la durée du phénomène. Il va obtenir ce qu'on appelle la durée propre. La durée propre, donc, c'est la durée qui sépare les deux événements qui sont prises au même endroit, donc dans le référentiel qu'on va appeler le référentiel R, mesuré par une horloge qui est fixe par rapport à ce référentiel. C'est-à-dire que, on va dire que l'expérimentateur, la mesure se fait
avec l'objet qui est en train de se déplacer. Si maintenant on mesure cette durée d'un point de vue extérieur, eh bien on va obtenir une durée qu'on appelle la durée mesurée. Et cette durée mesurée, donc elle est faite avec une horloge qui est mobile par rapport au référentiel d'étude dans lequel se déroule le phénomène étudié. La durée mesurée et la durée propre, eh bien d'après la relativité restreinte d'Einstein, ce ne sont pas des durées qui sont identiques, qui sont égales. Elles sont liées par un coefficient gamma qui est ici, qu'on appelle le coefficient ou le facteur de Lorentz, et son expression, la voici. Alors la démonstration de l'expression de ce coefficient, elle peut se faire. C'est pas fondamental. Vous, cette année, vous aurez à l'utiliser, ce coefficient. Mais d'où vient la valeur, d'où vient l'expression, c'est pas fondamental. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez le retrouver très facilement. Ce coefficient est forcément supérieur à 1 du fait que la vitesse de déplacement du référentiel, la navette dans l'exemple qu'on a pris précédemment, est forcément inférieure à la vitesse de déplacement de la lumière, qui est bien évidemment la valeur ultime que l'on ne peut pas dépasser. Donc, voilà les facteurs qui interviennent sur le facteur de Lorentz, les deux vitesses de déplacement de l'horloge et puis la célérité de la lumière. Donc ce coefficient étant supérieur à 1, si je reprends l'expression qui est ici, cela veut dire que la durée mesurée est plus grande que la durée propre. C'est ce qu'on appelle la dilatation des durées. Alors pourquoi cette notion-là, elle est difficile à accepter dans notre vie quotidienne? C'est parce qu'en fait, quels que soient les objets en mouvement auxquels on s'intéresse, et on peut s'embarquer dans les avions les plus rapides qui soient, on sera toujours sur des vitesses qui sont extrêmement éloignées de la vitesse de la lumière. La vitesse V de déplacement est très 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 faible par rapport aux 300 000 km par seconde de la lumière. Et donc si vous avez une valeur de V qui est petite par rapport à C, ce V carré sur C carré, il est très très proche de 0. Donc 1 moins quasiment 0, ben ça fait du 1, pratiquement 1. Racine carrée de pratiquement 1, ça fait pratiquement 1. 1 divisé par quelque chose qui vaut pratiquement 1, mais le résultat, ça vaut 1. C'est-à-dire que quand la vitesse est relativement faible par rapport à la vitesse de la lumière, le coefficient gamma vaut 1, autrement dit, la durée mesurée ou la durée propre, c'est strictement pareil, et dans ce cas-là, toutes les lois de la physique qui précédaient les travaux d'Einstein, donc toute la mécanique de Newton, elle s'applique très très bien. Donc tous les chapitres de mécanique qu'on a pu voir précédemment, c'est des travaux qui résultent de la deuxième loi de Newton, souvent. Ils ne sont pas à remettre en cause avec cette théorie de la relativité restreinte, mais il va falloir les adapter dans le cas où on a des objets qui bougent extrêmement vite. Quand on s'intéresse à des particules par exemple, des électrons, des protons ou peu importe, là on est capable d'atteindre des vitesses qui se rapprochent de la vitesse de la lumière et on voit apparaître ce phénomène de dilatation des durées. Bon voilà, c'est un chapitre qui n'est pas extrêmement facile au niveau de la théorie, bien évidemment, mais pour ce qui est des applications pratiques et des exercices que vous aurez à maîtriser, ça va pas trop loin, et vous allez voir qu'en fait, si vous avez compris cette dernière page avec la notion de différence entre durée propre et durée mesurée, et si vous êtes capable d'utiliser cette formule-là, vous vous en sortirez très très bien. Bon voilà pour cette vidéo, et à très bientôt pour le prochain chapitre.